Qu'est-ce que l'inspiration artistique? Quel est le parcours d'un mangaka? Y a-t-il des astuces pour créer une bonne histoire? Voilà quelques-unes des questions qu'on va voir aborder aujourd'hui à travers les œuvres que je présenterai dans ce vendredi lecture, des titres qui m'ont particulièrement plu, que j'ai lus ces dernières semaines et que j'avais vraiment envie de vous partager. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour un nouveau vendredi lecture qui va focaliser sur 4 œuvres qui ont un point commun, c'est de mettre à l'honneur les artistes, de mettre à l'honneur tout ce qui est de l'ordre de la création. On va commencer par un titre qui est clairement plus orienté comme un hommage aux peintres du 15e, 16e, 17e siècle du Japon médiéval, mais qui est incroyable par ce qu'il permet de dépeindre et la manière dont il rend hommage à un artiste qui a réellement existé. Et ce manga, c'est le Mandala de Feu. Le Mandala de Feu, je dois vous dire, m'avait pas enthousiasmé initialement par sa couverture. Et c'est après l'avoir feuilleté en librairie que je me suis rendu compte que les planches à l'intérieur étaient vraiment sublimes et j'ai été en quelque sorte interpellé, j'ai eu envie d'en savoir plus. Le Mandala de Feu est une sorte de parfait mix entre une plongée dans le Japon du XVIe siècle et également un mix avec tout ce qui est la flamme que peut ressentir un artiste. Le Mandala de Feu s'intéresse donc à un peintre, Tohaku Hasegawa, alors qu'il a rejoint la ville, le château de Azuchi, dans l'espoir de pouvoir y apercevoir une œuvre dont la renommée s'est faite à travers le pays, une œuvre qui serait magnifique, cachée dans le château pour le seigneur Nobunaga. Le problème est que Nobunaga disparaît et le château de Azuchi et la ville sont mis à feu. Et donc, le héros n'a qu'un choix, c'est de se précipiter alors que toute la ville est en flammes dans le château pour enfin tenter de voir cette œuvre merveilleuse qui aurait été peinte par un artiste qui est ultra renommé, réputé, Eitoku Kanno. Il arrive à temps pour l'apercevoir, il est à 2 doigts d'ouvrir les portes, il l'ouvre et il voit une œuvre incroyable qui le transporte totalement et qui est en quelque sorte le déclencheur de ce qui va être la suite de sa carrière artistique, puisqu'il va en quelque sorte, après cette vision qui sonne comme une révélation, franchir un cap dans sa propre production artistique. C'est ce qu'on découvre ensuite dans le chapitre 2, puisque après avoir vu cette œuvre, il part à Kyoto avec sa famille et une première mission, un premier élément, vraiment une tâche importante de peindre les portes d'un temple lui est confiée. Il y a d'abord un blocage artistique et jusqu'à un moment où un déclencheur, quelque chose va se signaler en lui et il va réaliser une œuvre fantastique qui est la première œuvre marquante de sa carrière. Il y en aura d'autres et dans un Japon qui est quand même encore très orienté sur le respect vis-à-vis des seigneurs et aussi la rivalité artistique qui peut naître entre quelqu'un qui est en train d'exploser et un peintre qui est Toku Kanno, qui était jusque-là perçu comme étant la star de sa génération, en quelque sorte, va se nouer bien des choses qu'on découvre au fil de ce tome. C'est un one-shot qui est vraiment captivant, qui ne paye pas de mine, dans le sens où on pourrait se poser la question de simplement quand on voit la couverture du thème abordé. Le thème abordé, c'est vraiment la création, la peinture telle qu'elle est, et ce qui va animer le cœur d'un homme pour créer des œuvres qui vont traverser les siècles. C'est un énorme travail de Chie Shimomoto, qui est l'autrice de ce one-shot, avec des œuvres qui parfois ne sont plus disponibles
notamment du coup l'œuvre que eh bien signée par Eitoku Kano au château d'Azuchi qui a brûlé n'est que sa propre interprétation de ce que devait être cette œuvre magnifique puisque eh bien elle a péri dans les flammes, et d'autres œuvres qui sont des œuvres réelles qu'elle réinterprète et dans lesquelles elle plonge le lecteur dans des planches vraiment incroyables, dans la manière dont on a l'impression de se retrouver comme les protagonistes plongés totalement dans les tableaux. Et c'est vraiment une œuvre étonnante, épatante, qu'on découvre. Voilà, j'ai adoré ce one-shot parce qu'il montre bien de la création de peinture bouddhiste, mais également par la trajectoire d'un homme, la manière dont quelque chose se déclenche à un moment donné et une forme d'inspiration durable s'inscrit dans le cœur d'un peintre qui va véritablement marquer des générations entières. Voilà, le mandala de feu en one shot, qui est d'abord voilà, un hommage à quelqu'un qui a véritablement existé et un hommage à la flamme artistique. La flamme artistique ou l'envie de créer, c'est quelque chose qui est au cœur de l'œuvre d'une mangaka, Kiko Higashimura, dont on a déjà présenté certains des titres dans le passé, notamment parce que son excellente œuvre Tokyo Talaleba Girls est en cours de parution en France, et également nous avions abordé Trait pour trait. Trait pour trait a cette caractéristique d'être un récit autobiographique en 5 tomes. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 4 tomes disponibles, le 5e est attendu pour la fin 2021 en France, et on suit cette au départ lycéenne qui a le rêve d'être publiée dans le magazine de shoujo manga qui l'a fait rêver, Bouquet, magazine de shoujo manga qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui a été remplacé ensuite, entre guillemets, remplacé par Cookie. Et eh bien, on la découvre dans le premier tome alors qu'elle est au lycée et qu'elle s'apprête à passer des concours pour tenter de rejoindre une école artistique, et qu'elle rencontre un personnage marquant, frappant, son professeur d'art, celui qu'elle rejoint pour prendre des cours après eh bien, le lycée, quelqu'un qui va véritablement accompagner toute sa création, quelqu'un de rustre, un peu vraiment dur à vivre, qui a une méthode à l'ancienne, qui est capable de, dans son atelier, mettre la même personne pendant des mois sur le fait de peindre un objet, de peindre une nature morte. Et à côté de ça, on a la jeune Akiko qui ne rêve que d'une chose, c'est déjà de dessiner du manga, mais ensuite aussi de vivre sa vie, puisque dans le tome 2, on découvre plus ce qui est de l'ordre de ces années passées en école d'art, à l'université. Puis ensuite, on la découvre eh bien, une fois que ses études sont terminées, et le difficile moment de trouver un travail, et avant de devenir mangaka et de devenir une personnalité reconnue sur la scène japonaise, pas seulement dans le manga, mais c'est aussi clairement une personnalité publique qui fait référence à Kiko Higashimura. Avant ça, en fait, elle a dû travailler dans une entreprise et en même temps tenter de dessiner des mangas. Quand je dis tenter, c'est à la fois de trouver l'inspiration, trouver le temps, trouver le contexte pour créer. Et bien par exemple, dans le 4e tome, qui est le dernier tome paru, on la retrouve alors qu'elle a signé de premiers one-shot dans bien des numéros spéciaux de Bouquet, mais Bouquet est un magazine de prépublication de chez Shueisha qui s'éteint parce qu'il y a quelque sorte un cap qui est franchi. L'éditeur Shueisha veut créer un nouveau type de magazine de prépub et va créer Cookie. Et à l'époque, Cookie, c'est notamment les œuvres de Ayazawa, Nana. En quelque sorte, je pense que Nana situe bien le type de création qui caractérise en fait l'esprit de ce magazine-là.
Donc Akiko Higashimura, qui elle a grandi avec un magazine qui était plus fait à destination du public adulte, mais avec des œuvres assez littéraires, doit en quelque sorte un peu changer son fusil d'épaule pour pouvoir être publiée dans Cookie comme elle le souhaiterait. Et en même temps, elle est toujours à passer un temps incroyable dans l'école de son professeur d'art, parce qu'il a cette faculté à tout le temps la ramener entre guillemets dans son école. Maintenant qu'elle est sortie de l'université, c'est en quelque sorte pour lui une référence. Elle doit pouvoir enseigner à tous les jeunes lycéens qui veulent à leur tour tenter les concours d'école d'art. Et elle, pendant des années, n'a pas jamais vraiment réussi à dire « Moi, ce que je veux, c'est devenir un mangaka ». Dans le tome 4, voilà, maintenant, elle est une autrice qui est en train de percer avec des premiers one-shots qui s'établissent, avec un moment de bascule entre cette phase où elle dessinait en marge de son travail, entre guillemets, alimentaire, où elle touche son premier salaire pour la première œuvre qu'elle a créée, et ensuite des parutions qui vont devenir de plus en plus nombreuses, en même temps qu'elle est en quête d'une forme de liberté individuelle, qu'elle hésite par exemple à quitter là où elle habite, à Miyazaki, pour rejoindre une grande ville, Tokyo par exemple, mais Tokyo est cher, donc elle va s'orienter plutôt sur une autre ville, sur Osaka, où elle va croiser la route d'autres mangaka qui vont l'aider aussi à grandir, mais dans le même temps, il y a ce lien incroyable qu'elle entretient avec son professeur. Et la suite nous sera contée au tome 5, mais c'est incroyable en fait, à la fois le nombre d'anecdotes que Akiko Higashimura livre en fait sur elle-même, avec une peinture sans phare de qui elle a été. Elle n'hésite pas à dire qu'elle voudrait revenir dans le passé, prendre une machine à remonter dans le temps et entre guillemets secouer la jeune femme qu'elle était à l'époque. Parce que pour elle, c'est une œuvre en fait trait pour trait, une œuvre qui est marquée aussi par quelques rendez-vous manqués, ou plus exactement, quelques moments de reconnaissance d'autrui manqués, notamment vis-à-vis de son professeur. Et cette œuvre en 5 tomes, c'est vraiment, quand on regarde en arrière, nourri par les regrets qu'elle entretient sur le fait de n'avoir jamais dit à cet homme combien finalement il avait compté dans son parcours artistique, combien elle aurait aussi voulu en fait assumer ses propres pensées, ses propres aspirations, le dire, et où en fait il y a beaucoup de choses qui sont le propre de tout jeune adulte souvent, c'est-à-dire ne pas oser véritablement dire les choses, et ou même ne pas penser à marquer des éléments de reconnaissance vis-à-vis de l'importance qu'a pu avoir telle ou telle personne. Trait pour trait, vraiment riche aussi par le nombre de détails qu'il y a sur le fonctionnement au sein des éditions de manga, aussi les auteurs, de leur style de vie, de leur mode de vie. La première fois que Akiko Higashimura est invité par Shueisha à une fête entre auteurs, comme c'est souvent le cas, il y a des fêtes annuelles ou à certains grands moments qui réunissent des auteurs, les auteurs phares de la maison d'édition, qui peuvent ainsi se rencontrer, échanger, qui sont accueillis dans un hôtel de luxe. Elle montre aussi une de ces fêtes au moment du lancement de Cookie. C'est vraiment super intéressant de voir comment, sans phare, sans trop véritablement romancer la chose, elle décrit, elle livre un témoignage brut du milieu artistique japonais, et plus exactement du milieu artistique du shoujo manga, à une époque vraiment importante pour le shoujo, début des années 2000, avec toute une nouvelle vague de types d'œuvres, d'autrices aussi, et du coup une œuvre passionnante, trait pour trait. Chaque tome se lit et se relit parce que il y a des petits détails qui sont disséminés. C'est en même temps une œuvre tellement personnelle. Oui, Akiko Higashimura se livre avec beaucoup de sincérité. J'adore. Quitte à parler de shoujo manga,
on va basculer dans une toute autre époque, plutôt l'époque des années 50, parce qu'on passera du shoujo au shonen. Et vous allez me dire, quand je vais présenter cette œuvre-là, mais pourquoi il nous parle d'une transition avec du shoujo manga? Je voulais aborder une œuvre qui est en cours de parution en France, en 3 tomes actuellement, Journal d'une vie tranquille, un manga autobiographique de Tetsuya Chiba, qu'il a commencé au Japon en 2014. Donc Tetsuya Chiba est un mangaka ultra réputé au Japon, qui a maintenant 80 ans, qui est notamment le dessinateur de l'œuvre emblématique Ashita no Jo, dessinateur qui a marqué du coup par sa patte le milieu du shonen manga. Et donc ma référence au shoujo manga doit vous surprendre, c'est parce que dans cette œuvre, Journal d'une vie tranquille, il revient sur toute sa carrière. Je vais y revenir un tout petit peu avant, mais notamment vis-à-vis d'un des éléments qui est abordé dans le tome 3, c'est-à-dire qu'il revient du coup à la fois sur son enfance et puis le moment où il devient véritablement auteur, et en fait il a du mal à trouver sa place dans le milieu de l'édition. Et un jour, un éditeur d'une grande maison d'édition l'appelle, lui demande « Dis donc Chiba, sais-tu dessiner de jolies filles? Je pourrais te proposer du boulot dans ce cas. » Ce qui se passe, c'est que le milieu du shonen manga, à ce moment-là, est complètement bouché par des œuvres qui ont déjà énormément de succès. Le nombre de magazines de shonen manga n'est pas non plus celui qu'on connaît à l'heure actuelle. Hein. On est à la fin des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ce qui lui permet véritablement de se lancer et d'en faire un travail quotidien qui lui paye de quoi manger, de quoi vivre, c'est en fait de commencer par dessiner du shoujo manga. Et comme le dit Tetsuya Chiba, et comme d'autres auteurs comme lui, eh bien, les nouveaux auteurs de sa génération ont tous commencé par dessiner des mangas shoujo. On se rappelle, hein, c'est vraiment années 60, années 50, années 60, c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, dans le shoujo manga, il y aura ensuite un changement radical à la fois, eh bien, de l'importance de ce genre, mais aussi des types d'auteurs et donc d'autrices qui vont arriver, notamment au début des années 70. Je pourrais réaborder plus tard dans d'autres vidéos l'historique du shoujo manga. Mais donc c'est vraiment intéressant de voir du coup Tetsuya Chiba, qui est on va dire mondialement connu pour son expérience en shonen manga, expliquer justement que, comme d'autres auteurs de sa génération, il a commencé avec du shoujo, et par exemple, il montre Leiji Matsumoto, hein, l'auteur de Harlock, qui était dans le même cas. C'est vraiment un témoignage passionnant. Mais en fait, Journal d'une vie tranquille démarre bien avant. Il démarre dans l'enfance de Tetsuya Chiba, alors que sa famille, son père travaille en fait dans une usine japonaise en Chine. Donc on est en plein au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se rappeler qu'il y avait plusieurs millions de Japonais qui habitaient en Chine à l'époque, après l'invasion de la Mandchourie par le Japon dans les années 1900, à partir de 1917-1920. Et en fait, il va se passer un événement évidemment marquant pour lui, c'est qu'à partir du moment où le Japon va perdre la guerre, c'est la fin pour ces familles japonaises qui habitaient en Chine, et leur seule possibilité, c'est de tenter de revenir dans leur pays, donc d'être véritablement, de se réfugier dans leur pays d'origine, puisque avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en même temps, sur le continent chinois, se déclare une nouvelle guerre civile. C'est la guerre civile entre l'armée communiste dirigée par Mao Zedong et l'armée de la République de Chine dirigée par Chiang Kai-shek qui reprend. Donc guerre civile qui avait déjà été fortement dure pour la Chine à ce moment-là, mais donc les Japonais n'ont qu'une véritable possibilité, c'est de rejoindre à nouveau leur pays. Et c'est véritablement une expérience
dur de réfugiés qui se posent à eux, puisqu'il n'y a plus véritablement de trains qui circulent, donc ils doivent revenir à pied, rapatrier, trouver des bateaux de rapatriement. C'est quasiment un an, en fait, de séjour, de moments très durs qui sont marqués, en fait, par la mort de certains de leurs camarades, épuisés. Donc, quelque chose vraiment de difficile qui est dépeint, de la même manière que le retour au Japon est tout aussi difficile. Le pays a été ravagé par la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements. Donc, Tetsuya Chiba dépeint par exemple comment il se souvient avoir vu Tokyo à ce moment-là, et c'est un pays qui est marqué du coup par la pauvreté, la difficulté, et en même temps il y a des choses qui vont permettre à cette jeune génération qu'il représente alors d'entrevoir de nouvelles choses. Par exemple, du coup, c'est une fois revenu au Japon que Tetsuya Chiba tombe pour la première fois, par hasard, en fait, sur un manga. Et cette lecture-là va complètement le marquer. Voilà, élève à l'école primaire, à l'âge de 7 ans, il découvre sur un chemin une œuvre, un manga, qu'il va ramener dans sa famille. Il va montrer à ses frères et sœurs. Il est enthousiaste en ayant découvert cette œuvre-là, mais c'est pas du tout du goût de sa mère, qui va directement brûler cette œuvre. Elle déteste le manga, mais lui, il reste marqué par cette découverte. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, à l'école, en primaire, il croise la route d'un copain, Kyuchi, qui l'invite régulièrement chez lui. Et en fait, lui a plein de magazines de manga, donc ils passent des journées entières, tous les deux, à lire des mangas, et même à commencer à en créer à leur façon, donc à tenir leur propre manga. Et c'est donc comme ça, en quelque sorte, que naît la passion de Tetsuya Chiba pour ce média-là, pour cette envie de créer des histoires. Et du coup, devenu adulte, en tout cas jeune adulte, il va tenter de percer avec le succès qu'on sait. Donc dans le Journal d'une vie tranquille, qui sont des ouvrages, vous l'avez compris, tout en couleur, d'à peu près 150 pages pour chacun, reprennent la manière dont l'œuvre a été prépubliée au Japon, c'est-à-dire à chaque fois, chaque chapitre, c'est une petite histoire de 4 pages. Certaines des histoires se suivent, d'autres font des retours arrière sur un événement qui a marqué l'auteur. C'est vraiment une sorte de journal quotidien que Tetsuya Chiba nous donne l'occasion de suivre. Il y a un fil conducteur qui est sa propre histoire, de l'enfance au fait de devenir auteur de manga. Et puis parfois, il y a des anecdotes assez amusantes qui viennent s'inviter, comme par exemple, en quelque sorte au début du Concorde, quand Leiji Matsumoto l'appelle pour lui dire on a la possibilité de faire un voyage dans un avion qui vole au-delà de la vitesse du son, je te propose de venir avec moi. Donc Tetsuya Chiba au début est partagé parce qu'évidemment son éditeur ne va pas vouloir le laisser partir alors qu'il a des chapitres à produire chaque semaine. Et puis finalement il part avec Leiji Matsumoto et ils font ensemble l'expérience du Concorde. C'est vraiment aussi super intéressant par rapport à ce lien que les mangaka entretiennent les uns avec les autres, avec des amitiés qui se nouent, des amitiés de plusieurs dizaines d'années. Et ce type d'anecdote est vraiment intéressant à suivre pour comprendre un peu ce qu'il en est. Parfois, il y a même des photos qui sont incluses dans l'œuvre, comme par exemple ici, une photo avec Tetsuya Chiba, Shigeru Mizuki, et également l'auteur de Golgo 13. C'est vraiment Takao Saito. Vraiment le type d'anecdote rare, totalement autobiographique, mais qui nous permet de véritablement nous faire une idée, de comprendre c'était quoi
qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui a pu motiver des jeunes garçons dans les années 50-60 à devenir auteurs de manga, comment ils ont exercé leur métier. Et vraiment, ce journal d'une vie tranquille est riche de belles anecdotes. Il dépeint en même temps eh bien, le quotidien de Tetsuya Chiba maintenant, alors que il est, il a, au moment de la réalisation de cette œuvre, près de 75 ans. Il donne des cours dans une université et en même temps, il a repris le dessin à travers ses chroniques qui sont des chroniques hebdomadaires quasiment. Donc c'est vraiment passionnant à suivre. J'adore ce journal d'une vie tranquille et je ne peux que le recommander. Et pour finir, sur la création de manga, je disais, c'est quoi des astuces pour devenir mangaka? Déjà, évidemment, des œuvres comme Trait pour trait ou Journal d'une vie tranquille donnent des pistes sur c'est quoi le contexte de travail de ces auteurs-là. Mais il y a un titre qui a été publié juste avant l'été qui est vraiment intéressant. C'est La méthode pour dessiner les mangas de Yusuke Murata. Yusuke Murata, qui est donc l'auteur de High Shield 21 ou encore de One Punch Man, le dessinateur de One Punch Man. Et c'est en vrai la suite d'un titre qui avait été dessiné par quelqu'un d'autre, qui en fait a donné envie à Yusuke Murata de devenir mangaka. Ce quelqu'un d'autre, c'est Akira Toriyama, et si vous vous souvenez bien, il y a maintenant plus de 30 ans au Japon, et je pense à peu près 20 ans en France, elle a été publiée, un ouvrage en un tome, La méthode pour dessiner des mangas, par Akira Toriyama, qui reste un livre à lire. C'est donc aux éditions Glénat, vraiment passionnant par toutes les anecdotes qu'il y avait à l'intérieur, qui capturaient en quelque sorte la manière dont les mangas étaient créés dans les années 80. Et là, Yusuke Murata signe cette œuvre-là en 2008. C'est peut-être important de le signaler parce que depuis 2008, il y a aussi eu des changements, c'est-à-dire cette méthode-là se concentre seulement sur la méthode entre guillemets analogique, donc avec tout ce qui est plume, papier, et va dépeindre, montrer vraiment tout le matériel du mangaka, la manière dont finalement une simple plume peut changer l'effet qui est donné à de la profondeur, à encore ou quoi que ce soit, l'utilisation des trames, l'envoi des manuscrits avec des doubles pages parfois hors manga qui donnent vraiment beaucoup d'informations sur la manière dont tout ceci est utilisé pour créer des œuvres. Mais au-delà de ça, même s'il y a ce fort côté entre guillemets, comme je le disais, analogique avec l'utilisation d'un matériel physique et non pas de tablettes tactiles pour la création, il y a pas mal d'astuces de création qui sont vraiment intéressantes. Et encore plus, pour moi qui ne suis pas auteur, qui ne crée pas, qui ne dessine surtout pas, en fait, il y a quelque chose qui m'a semblé passionnant, ce sont les témoignages d'autres auteurs. Parce que on n'a pas seulement la vue de Yusuke Murata, mais on a aussi en fait d'autres auteurs qui apparaissent dans l'œuvre, comme Mizuki Kawashita, qui est l'autrice du manga Ichigo 100%, qui était un manga prépublié dans le Jump, qui a été aussi publié en France en format relié, qui était connu pour une partie œuvre comédie romantique à destination de garçons, qui évoque la manière de dessiner des jeunes femmes, donc comment elle s'y prend, elle, pour dessiner des femmes. Dans le même temps, en fait, pour en quelque sorte l'élément inverse, comment dessiner des hommes, eh bien, les personnages dans cette œuvre-là vont aller rencontrer l'auteur de Shibamu, l'auteur de Toriko, qui donne aussi quelques-unes de ses astuces pour créer ces personnages. Et puis, peut-être ce qui est le plus étonnant et le plus intéressant, étonnant parce qu'il est tellement rare, finalement, surtout à une époque où son œuvre en cours, son œuvre phare désormais, Hanta Hanta, est en pause, mais ça fait plaisir de le découvrir, c'est Togashi, donc l'auteur de Yu Yu Hakusho et de Hanta Hanta, apparaît dans
cette méthode pour dessiner les mangas et délivre des propres astuces pour créer un manga. Qu'est-ce qui est pour lui le plus important, quels sont les difficultés, quels sont ses meilleurs conseils. Donc c'est vraiment ce type de témoignage rare, mais très utile pour tout ce qui est mieux comprendre la manière dont un manga se crée, dont une œuvre peut captiver, dont on doit ou dont on devrait la structurer. C'est via ce type d'informations qu'on peut véritablement grandir dans sa propre carrière artistique. Et je trouve que ce type d'ouvrage, réalisé par des Japonais, des auteurs en plus réputés, qui nous vient directement du Japon, sont suffisamment rares pour être vraiment soulignés, signalés. Il y a beaucoup de livres, la méthode pour créer des mangas, qui sont de qualité variable, mais là vous avez vraiment des conseils d'auteurs de mangas réputés au Japon qui ont fait une carrière vraiment qui n'est plus à remettre en cause. Je veux dire, vous avez le dessinateur de One Punch Man, vous avez Togashi qui livre ainsi leurs astuces. Vous avez vraiment un matériel d'extrêmement bonne qualité pour mieux comprendre comment ces auteurs ont fait pour donner naissance à leur création. Donc c'est vraiment une super œuvre, la méthode pour dessiner les mangas de Yusuke Murata, pour mieux comprendre la création de mangas. Espérons qu'il y en ait une suite, notamment pour évoquer tout ce qui est numérique. Peut-être que ça va venir, notamment parce que l'impact de la crise du coronavirus a évidemment été énorme sur la création de mangas, et on se souvient que durant l'année 2020, nombre d'auteurs ont fait des pauses, parfois seulement de quelques semaines, parfois de plusieurs mois, pour changer leur méthode de travail, pour véritablement passer du papier au mode purement numérique. Et ça vaudrait le coup, du coup, d'avoir des astuces et une sorte de mise à jour, mais sur les méthodes que les auteurs utilisent pour ce qui est de l'ordre de la création numérique. D'ailleurs, il y a certains auteurs sur les chaînes YouTube des maisons d'édition japonaises qui fournissent parfois des vidéos de dessins étape par étape, ou qui livrent un petit peu plus d'informations sur leur méthode de création. Vraiment passionnant. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de mangas qui sont intéressants sur la création. Chacun a sa petite spécificité. Peut-être un côté un peu plus historique, témoignage dans le journal d'une vie tranquille. Quelque chose vraiment beaucoup plus féminin, mais incroyablement fort dans Trait pour Trait. Un ouvrage, un one-shot sur comment dessiner les mangas, un vraiment très beau guide avec la méthode pour dessiner les mangas. Et puis enfin, le mandala de feu, que j'ai adoré par sa manière de capturer un type de création dessinée avant même le manga, qui était très inspirant, captivant. J'espère que ce vendredi lecture vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosaïs. Bye bye.